Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des compteurs et des montres GPS pour les triathlètes, comment les choisir, quel budget y mettre, quelle marque on privilégie et qu'est-ce qu'on choisit entre une montre et un compteur quand on débute. Je suis avec Hugo pour discuter de tout ça. Hugo qui est probablement le triathlète le plus geek que je connaisse et celui qui a creusé le sujet de fond en comble. Je pense que si j'avais un compte de fidélité chez Garmin, j'aurais pas mal de miles. Mais non, mais oui, un passionné, un geek. Et on va essayer aujourd'hui, à travers cet épisode, de creuser le sujet des montres et des GPS, qui est quand même une question qui vient très très vite quand on débute le triathlon ou qu'on souhaite même progresser, s'équiper en triathlon. Ouais. Juste pour ceux qui ne nous connaissent pas, Hugo et moi, on est les fondateurs d'OpenTree. OpenTree, c'est la première appli d'entraînement pour les triathlètes amateurs. On vous accompagne toute la saison avec des programmes d'entraînement, des guides, des conseils, des coachs qui sont là pour vous faire atteindre vos objectifs sportifs. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez tester gratuitement 7 jours. Le lien est dans la description. Je vous laisse regarder ça. Et puis, c'est parti pour le sujet de cette vidéo. Allez, go. OK. Alors, déjà, première chose, moi je débute le triathlon, j'ai un premier appareil à acheter. Est-ce que j'achète une montre? Est-ce que j'achète un compteur? On devine très aisément que les deux font pas la même chose, mais qu'est-ce que je choisis en priorité? Alors, en priorité, je vous conseille de choisir la montre pour sa polyvalence. La montre, si elle est équipée d'un profil triathlon, pourra aisément vous accompagner sur les 3 disciplines qui composent le triathlon, là où, comme son nom l'indique, un compteur vélo vous permettra uniquement d'avoir la partie vélo. Si vous avez déjà un compteur et que vous hésitez à passer à une montre en vous disant « oui, mais si je prends le compteur avec moi dans ma poche quand je cours, etc. », c'est pas viable pour plusieurs raisons. C'est pas la même puce GPS dedans. Il n'y a pas de profil dédié à la course à pied sur un compteur vélo. Pour la natation, on n'en parle même pas. Donc, un compteur vélo, c'est excellent pour faire du vélo. Une montre triathlon, c'est excellent pour les 3 sports. Ok, donc si j'ai à choisir en premier la montre pour qu'elle me suive sur les 3 sports. Après, ça sert à quoi, une fois que j'ai ma montre, d'investir dans un compteur vélo finalement? Moi, je peux me dire que j'ai la fonctionnalité vélo sur ma montre. Qu'est-ce que ça apporte comme confort en plus, comme fonctionnalité en plus? Oui, rapidement, vous allez vous rendre compte que une montre, c'est un écran assez petit, pas toujours très lisible pendant l'effort. Oui, on peut déporter la montre sur notre poste de pilotage à l'aide de différents supports et de fixation, et ça peut nous permettre d'avoir les datas de base. Mais rapidement, on va se rendre compte qu'un compteur GPS avec un écran un peu plus grand, une cartographie, sera assez rapidement plus viable pour notre expérience lors de l'entraînement. Encore plus, à mon sens, quand on est en triathlon et qu'on a les bras posés sur les barres, sur un vélo de triathlon. Bon, là, le compteur GPS sous les yeux, c'est quand même appréciable. Ouais, ok. Peut-être alors, commençons par le sujet des montres. Oui, qui est quand même beaucoup plus, qui prend plus de place que le compteur GPS dans votre pratique. Donc, je pense que c'est quand même sur la montre que vous allez devoir passer plus de temps à réfléchir à votre achat et à faire le bon achat que le compteur. Ok. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'une montre en 2025? C'est quoi les fonctionnalités principales qu'on va rechercher? Et puis après, on aura l'occasion de discuter des fonctionnalités un peu plus avancées, un peu plus gadget. Mais globalement, ça va être quoi l'objectif principal si j'achète une montre demain pour mes 3 sports du triathlon? Ouais. Aujourd'hui, on va surtout voir que le marché se scinde en 2 typologies de segments. On va repérer d'un côté les montres connectées sportives, les Apple Watch, les Samsung Galaxy Watch, les Huawei. Et de l'autre côté, les montres sportives connectées, les montres de chez Wahoo, de chez Garmin, de chez Suunto. Même si l'écart se réduit, le fossé se réduit entre ces 2 typologies de segments et de gamme, c'est quand même encore un critère à prendre en compte en fonction de ce que vous voulez. Les montres orientées vraiment sport par défaut auront bien souvent une meilleure autonomie, auront une meilleure robustesse, auront des fonctionnalités dédiées à votre discipline. Je fais des généralités, mais là où plus souvent les montres plutôt sportwear auront de meilleures fonctionnalités en lien avec la connectivité, mais auront un peu le menu sport délaissé par rapport à une montre 100% outdoor. Ok. Parmi les critères de choix, tu l'as évoqué, l'autonomie. Ça va dépendre, j'imagine, de ce que je fais à l'entraînement et de ce que je fais en compétition, mais on peut espérer quelle autonomie désormais sur des modèles en 2025? Ça peut aller de 2 jours, voire même un peu moins des fois sur certains modèles type Apple Watch, jusqu'à plusieurs semaines sur des modèles avec une très grosse batterie ou alors voire même avec une technologie solaire pour un déchargement moins rapide de la batterie grâce à une cellule photovoltaïque sur l'écran de la montre. Ok. Très rapidement,
Si je me plonge sur un Ironman qui va aller pour assurer, pour pouvoir me prendre jusqu'à 15-16 heures d'effort, aujourd'hui, je vais trouver des montres sans souci qui vont Oui. jusque-là. Et du coup, ça coûte deux sens. C'est quand même la réflexion prioritaire à avoir. C'est-à-dire, si vous visez un Ironman, visez une montre avec une autonomie qui va vous permettre de suivre aisément l'Ironman sans paniquer de tomber en rate de batterie et pas pouvoir enregistrer votre séance. Ok. Ça, c'est primordial. Donc, optez pour des montres qui vous assurent au moins 25 heures d'effort GPS allumé. Ça Ok. me paraît le minimum pour au moins disputer un Ironman dans de bonnes conditions. Ok. Si votre objectif est uniquement des triathlons S, M, avec des temps d'effort entre 1 heure et 4 heures, une montre qui vous assure 10, 12 heures, 15 heures de suivi GPS, pourquoi pas. Ok. Le sujet suivant, c'est celui de la précision du GPS. Ça, c'est un vrai critère de choix ou aujourd'hui, toutes les montres sont à peu près bonnes là-dessus? J'aurais dit que toutes les montres sont bonnes et globalement efficaces là-dessus. Mauvaise expérience avec la Samsung Galaxy Watch ancienne génération, donc je crois que là on doit être à la 6 et même à la 4, qui était pourtant une montre récente. Je me souviens qu'elle avait une précision GPS qui était vraiment nulle ici, mais même honteuse pour une montre de ce standing. Ok. Donc oui, aujourd'hui, globalement, tous les modèles ont une bonne précision GPS. On va repérer globalement différents dispositifs. On va avoir les montres qui ont juste une puce GPS, celles qui vont aussi capter les satellites Galileo, donc le système GPS européen, le système GLONASS, davantage russe, et tout ce qui va être multiband, donc pouvoir utiliser en simultané ces différents systèmes de géolocalisation. Donc ça va vous assurer une meilleure précision. Après, dites-vous qu'en triathlon, on est rarement embêté, puisque souvent, c'est dans des espaces quand même assez ouverts. Ouais. On n'est pas en pleine forêt ou en plein milieu urbain avec de grandes tours. Donc, souvent, les montres ont quand même de bonnes capacités de suivi. Si je choisis une grande marque et un modèle de référence, j'ai pas de souci à me faire là-dessus. Normalement, non. C'est comme tout, après, on peut pinailler, loucher, zoomer sur la trace et se rendre compte qu'il y a des petites différences qui peuvent être quand même assez importantes sur un marathon ou sur 180 km de vélo. Mais globalement, aujourd'hui, les meilleurs modèles du marché font très bien le travail là-dessus. Ok. La suite, c'est peut-être le cardio. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, je suis encore obligé d'avoir une ceinture cardio pour suivre mon effort ou est-ce que le capteur optique qu'on trouve derrière la plupart des montres désormais est suffisant? En fait, c'est pas la technologie optique qui n'est pas bonne, c'est plutôt son emplacement. C'est-à-dire au niveau du poignet, les résultats sont quand même assez décevants et sur des footings, des activités vélo en zone 1, zone 2, globalement, ça peut faire le travail, mais dès qu'on a des changements d'intensité réguliers et très élevés, rien ne vaut, à mon sens, aujourd'hui, soit la ceinture cardiaque, soit un système optique, mais positionné ailleurs que sur le poignet, donc par exemple un brassard qui peut être situé ici. Donc, si vous souhaitez limiter vos investissements, le capteur optique d'une montre vous donnera une bonne idée de votre fréquence cardiaque, mais ça ne sera pas à prendre au pied de la lettre versus une ceinture cardiaque. Sur les technos, après, pour pouvoir les rendre compatibles avec ces autres appareils et notamment ses smartphones, son ordinateur, on retrouve la plupart du temps du Bluetooth, de l'ANT+. Oui. Ça, c'est quasiment commun sur tous les appareils désormais. Il y a d'autres choses auxquelles il faut faire attention? C'est commun. Notez que l'ANT+ va être arrêté, je crois que c'est en 2026. L'ANT+ est le propriétaire de Garmin, en fait, qui jusqu'ici louait son service à toutes les marques. Et Garmin met fin à l'ANT+. Donc, bientôt, donc, les montres qui disposent déjà de ce service-là continueront de fonctionner en ANT+, mais les prochains modèles, ça sera du coup que par Bluetooth. Je vous conseille d'opter pour une montre de la même marque, d'un écosystème que vous possédez déjà. Peut-être si vous avez déjà, par exemple, un home trainer Tacx, donc Garmin, un compteur GPS Garmin, il peut être judicieux d'avoir une montre Garmin pour lier l'écosystème. Attention, si vous êtes sur iPhone, sur un téléphone Apple, assurez-vous que la marque de votre montre est bien compatible avec l'écosystème Apple. Ça, c'est intéressant pour quand même être sûr que les synchronisations se font. Le choix d'une montre est aussi, à mon sens, en lien avec l'écosystème de la montre, c'est-à-dire assurez-vous que la montre ait peut-être une application propriétaire qui tienne la route, un transfert des datas vers Strava, vers toutes vos autres sources de données, et que ce n'est pas juste une montre, comme on peut avoir sur certains modèles chinois, qui va se connecter en Bluetooth, mais derrière, hormis relire vos données sur la montre, vous ne pourrez les consulter nulle part ailleurs. Ouais, c'est vrai. Il y a cette partie aussi analyse de la donnée lorsqu'elle sera arrivée sur les autres appareils qui est quand même importante. Ok. Et après, pour nous qui sommes triathlètes, il va falloir choisir des montres qui ont des modes dans les 3 sports à minima, natation, vélo, course à pied. Normalement, si elles ont ces modes-là, elles ont aussi un mode triathlon pour enchaîner.
Ça, est-ce qu'on le trouve sur désormais tous les modèles ou est-ce qu'il faut quand même prendre des modèles multisports spécifiques? Alors, je vous conseille voilà, quand même aujourd'hui d'avoir un modèle multisport. Le triathlon étant à la mode, ça équipe de plus en plus de montres par défaut. Mais pourquoi ce mode triathlon est intéressant sur les montres? C'est qu'il va vous faire gagner du temps et va vous éviter de, à la sortie de la natation, couper votre activité de natation, l'enregistrer, ensuite lancer une activité vélo, l'enregistrer, puis après lancer une activité course à pied. Là où un mode dédié au triathlon, à l'aide d'une simple touche sur la plupart des montres, vous permettra de passer de la natation à la T1, au vélo, à la T2, à la course à pied, et ensuite d'avoir un récap unifié sur la plateforme de suivi de votre choix. Vu qu'on sait que les transitions, c'est quand même un moment de fébrilité parfois pour les débutants, mais en tout cas de complexité pour tous les triathlètes, autant pas se casser la tête et avoir un mode qui permette juste en une touche, comme tu le dis, de passer d'un sport à l'autre. Exactement. Ok. Et certaines montres aujourd'hui le font même automatiquement, vont détecter quand vous allez sortir de l'eau, vont détecter la fin de la T1. Donc l'objectif, c'est que la montre ne soit pas un handicap le jour de votre épreuve, mais soit plutôt une aide pendant l'épreuve, puis post-épreuve à la consultation des datas. Ok. Après, si on parle de fonctionnalités un petit peu plus avancées, la cartographie, est-ce que la cartographie, c'est nécessaire pour l'entraînement de tous les jours? Alors là, on parle bien des montres encore. On va la trouver sur des modèles plutôt haut de gamme. La cartographie, c'est utile ou pas? Qui dit cartographie dit en effet plutôt positionnement tarifaire assez élevé. C'est une plus-value si vous recherchez vraiment une montre multisport et que l'été, vous partez 15 jours en randonnée dans les Alpes. Ouais. Là, ça peut être intéressant pour une pratique purement triathlon, surtout si vous n'utilisez pas votre montre à vélo et que vous avez un compteur vélo en plus. La cartographie n'est pas, à mon sens, primordiale sur une montre de triathlon. En tout cas, le jour de l'épreuve ne vous servira strictement à rien. Ok. Et juste pour évoquer après d'autres choses un peu plus avancées, on peut retrouver aussi des fonctionnalités de musique sur les montres, des fonctionnalités de suivi de la santé, suivi du sommeil. Tout ça, c'est plutôt sur des modèles un peu plus premium. Oui, ça commence un petit peu aujourd'hui à évoluer, mais globalement, une montre de triathlon peut aussi vous assurer un suivi de votre fréquence cardiaque en temps réel, un suivi de votre sommeil. Donc là, il y aura différentes qualités. Aujourd'hui, des montres peuvent calculer un ECG, plein de mesures qui vont vous permettre d'aller un peu plus loin dans l'entraînement et un peu plus loin que juste un mode triathlon. Donc ça aussi, ça peut être intéressant et après, tout dépend bien sûr de votre budget. Ok. Et après, dernier critère de choix, mais qui est tout de même assez central, c'est celui de la marque, du modèle qu'on va choisir. D'une part pour sa fiabilité, mais aussi pour tout l'écosystème qu'il va proposer autour, comme tu le disais tout à l'heure, histoire de pouvoir être connecté correctement à vos autres appareils, mais aussi de pouvoir proposer une expérience sur l'appli pour l'analyse des données qui soit satisfaisante. Oui. Ça, si on peut donner quelques modèles de marque, ce serait quoi? Bon, vous avez dû commencer un peu vos recherches. Les noms qui reviennent très régulièrement, c'est Garmin. À mon sens, Garmin va proposer les montres les plus complètes du marché. Je ne dis pas les plus abouties, mais les plus complètes, c'est-à-dire qu'ils vont vous offrir le plus d'options, le plus de choix possibles, de personnalisation, de fonctionnalités possibles. Aussi les montres les plus chères quasiment du marché. La force de Garmin, un peu à l'instar d'Apple, va être l'écosystème, donc de pouvoir jumeler facilement le suivi avec un compteur GPS, avec un home trainer, avec une ceinture cardiaque. Par contre, quand on débute et si on n'est pas très geek, justement, si on n'est pas habitué aux interfaces Garmin, ça peut être un peu déroutant au début et on peut se sentir perdu face à ces options très vastes. D'autres marques qui reviennent assez souvent du côté des montres sportives connectées, on a Suunto qui propose aussi de très très beaux modèles, marque finlandaise de mémoire, avec un écosystème un peu moins fort puisque ça va quasiment se cantonner aux montres GPS, mais une expérience utilisateur somme toute très réussie. Wahoo, si vous êtes déjà propriétaire d'appareils Wahoo, peut être intéressant. Je ne suis pas très très fan de l'écosystème et de l'UX autour de Wahoo, mais beaucoup de personnes, les triathlètes, aiment cette interface assez simple. Ouais. Donc Wahoo est un très bon choix. De mémoire, ils ont un modèle vraiment dédié au triathlon, l'Element Rival, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'on avait testé d'ailleurs. Le test, on vous le mettra en description. Et là, globalement, il manque Coros. J'ai oublié Coros qui, elle, va un peu avoir, à l'instar de Garmin, vous offrir beaucoup de fonctionnalités, mais avec un rapport composant-prix plus intéressant et des tarifications moins élevées. Donc, Coros est une marque que vous pouvez considérer dans votre offre. Et de l'autre côté du spectre, on a davantage les montres connectées sportives. Donc là, on va retrouver les Apple Watch Ultra, qui aujourd'hui vont proposer quasiment toutes les fonctionnalités d'une Garmin Fenix, avec juste le côté autonomie qui sera beaucoup moins intéressant.
Chez Samsung aussi avec la Samsung Watch Ultra, chez Huawei aussi. Donc, ces marques qui étaient davantage tournées mass market et montres connectées classiques proposent aujourd'hui des modèles qui peuvent faire l'affaire même pour un Ironman. Ok. Et peut-être, petite parenthèse là-dessus, désormais, et c'est le cas avec le programme d'entraînement OpenTree, vous pouvez aussi recevoir vos séances d'entraînement directement sur votre montre ou votre compteur. C'est-à-dire que dans votre agenda, dans votre calendrier de séances OpenTree, on va vous avoir prévu un 10 x 30-30 en course à pied. L'agenda va automatiquement se synchroniser avec l'appli de votre montre ou de votre compteur et va directement pousser la séance sur celui-ci. Donc, je démarre aujourd'hui ma montre. On est mercredi. Je sais que j'ai une séance de course à pied prévue. Lorsque je vais lancer l'activité course à pied, on va directement me proposer cette séance-là avec les intervalles qui sont déjà pré-configurés. Donc, j'ai juste à suivre la séance sur ma montre. Et ça, c'est hyper confortable. Enfin, on sait que c'est une des fonctionnalités préférées chez les athlètes qui suivent nos programmes d'entraînement. Ça, vraiment, c'est un confort incroyable puisqu'il y a quelques années, on était obligé de reprogrammer à la main toutes ces séances, une par une. Et d'où l'intérêt de vous orienter peut-être vers une grosse marque qui permettra aux développeurs d'une autre plateforme ou d'une plateforme tierce, mais d'être sûr en tout cas que vous avez cette connectivité, puisqu'on ne s'amusera pas à développer une connectivité pour des petites marques chinoises ou autres, alors que quand tout le marché possède une Garmin, une Wahoo, une Suunto, au moins vous pourrez connecter facilement votre montre. Et là-dessus, à date, quand on en parle début 2025, la plupart des grandes marques sont compatibles, toutes celles qu'on a citées là. La seule qui ne l'est pas, je ne crois pas qu'on l'ait cité ici, c'est Polar, mais qui reste quand même une grande marque, mais qui n'a pas ouvert son écosystème à ce genre de choses, et ce qui est franchement une mauvaise surprise pour. Et c'est vrai que je n'avais pas évoqué Polar dans notre comparatif tout à l'heure, puisqu'elle est un petit peu en retrait aujourd'hui quand même sur le monde du triathlon, avec un modèle certes abordable, mais qui ne bénéficie pas des dernières fonctionnalités qu'on attend d'une montre en 2025. Ok, très bien. On a fait le tour pour les montres. Pour les compteurs, désormais, les critères de choix, alors on l'a compris, d'abord, si on démarre le triathlon, on va plutôt s'orienter vers une montre, et puis très vite va arriver l'histoire du compteur. Le compteur, il va me servir à mes entraînements vélo au quotidien, il va me servir aussi en compétition. Comment je le choisis, le compteur? C'est quoi le premier critère le plus important pour un compteur? La taille. Okay. La taille, ça compte pour un compteur, puisque certains vont apprécier d'avoir un grand compteur, d'autres plutôt un plus petit modèle. Ouais. Donc, la taille. Ensuite, la cartographie, un peu à l'instar des montres. Certains compteurs ne proposent pas la cartographie d'emblée. Donc, si c'est un critère pas important pour vous, orientez-vous vers un compteur petit, maniable et qui ne prendra pas trop de place sur le cockpit. Et qui sera souvent bien moins cher aussi. Et bien moins cher, voilà, qui sera autour des entre 150 et 250 €. Okay. La Brighton est très fort, il y a une belle offre de marché sur les compteurs entrée de gamme, Sigma aussi. Par contre, sinon, si vous recherchez vraiment la cartographie, là souvent ça va aller de pair avec un écran un peu plus grand. Ouais. Là-dessus, c'est bien souvent Garmin et Wahoo les leaders du marché. Okay. Et après, l'autonomie qui viendrait quand même après. Sur un compteur GPS, on s'attend quand même à minima aller entre 10 et 15 heures d'autonomie minimum. D'accord. Tu as raison, la qualité de la cartographie, c'est quand même un truc important parce que le compteur, pour le coup, lui, il a, dans la plupart des temps, besoin d'une cartographie. Ça permet d'aller découvrir des nouvelles routes, de suivre un parcours. De recalculer un itinéraire. Exactement. D'aller à des centres d'intérêt, des points d'intérêt sur une carte. Vraiment, en fait, d'utiliser votre compteur GPS comme vous utilisez Waze ou Google Maps. Ouais. Et ça, sur une sortie vélo, si vous réalisez régulièrement des longues sorties ou des sorties dans des endroits que vous ne connaissez pas, par exemple, parce que vous roulez en déplacement avec votre travail, c'est des choses assez intéressantes au quotidien. Sur le point suivant, qui est celui de l'autonomie, quelle autonomie on peut espérer sur un compteur aujourd'hui? On est à peu près sur le même idée de grandeur que pour des montres, ou est-ce que... Globalement, c'est ça, entre 10 et 15 heures. Je ne vous conseille pas moins de 10 heures. Attention à ce que donnent les fabricants, souvent c'est surévalué. Donc, si un GPS vous donne 10 heures, attendez-vous plutôt à en faire 6 ou 8 avec les réglages de base. Okay. Et les 10 heures seront atteintes qu'en écran éteint, luminosité minimum, etc., etc. Aujourd'hui, à l'instar des montres, on a aussi des GPS qui commencent à avoir des technologies on appelle pas ça de recharge solaire, mais en tout cas de déchargement moins rapide grâce à un verre solaire. Okay. Ça peut être intéressant si vous pratiquez peut-être en plus du triathlon, de l'ultra, du bikepacking, etc. Mais globalement, minimum 10 heures, 15-20 heures pour être confort, pour être bien, et plus de 25 heures, c'est royal pour ne pas vous soucier de la recharge de votre appareil. Okay. Autre petit point,
Pour un GPS, je pense que l'USB type C aujourd'hui, qui est rendu obligatoire sur les prochains modèles, mais sur un modèle existant, ça peut être intéressant d'opter pour un modèle en USB type C. Parce qu'il recharge plus vite. Pas nécessairement pour la recharge, mais c'est que le jour où vous partez en déplacement, que ce soit à vélo, en triathlon ou autre, si vous pouvez recharger votre GPS avec le même câble que votre téléphone, c'est quand même une prise de tête un peu moins grande. Pour la montre, j'en ai pas spécialement évoqué, parce que malheureusement, on s'en fait aujourd'hui encore avec beaucoup de ports propriétaires sur les montres. D'accord. Et sur le compteur, on sait aussi que désormais sur notre vélo, il y a de plus en plus d'appareils électroniques, un capteur de puissance, une transmission, un cardio. Tout ça, il va falloir que le compteur soit capable d'afficher ces données-là. Aujourd'hui, il y a des questions à se poser où à peu près tous les compteurs vont être compatibles avec ce genre de techno. Oui, globalement. Autant avant, on mettait de l'importance à voir si le compteur était compatible NT+, parce que notre ceinture, elle, ne pouvait se connecter qu'en NT+. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure à la fin de cette norme-là, concentrez-vous au moins un minima que le capteur et que le GPS accepte du Bluetooth. Et ça devrait fonctionner très bien. Ok. On a aussi le même raisonnement sur le capteur que sur les montres qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire choisir aussi un environnement, une marque qui va proposer une interface suffisante et une interface intégrée avec vos autres appareils et qui propose aussi une expérience d'analyse des données qui soit suffisante, de transmission des données. Ouais. Je disais tout à l'heure qu'il soit compatible avec le Strava, avec les applis d'entraînement tierces telles que la nôtre, pour que la donnée soit capable de remonter aussi efficacement. Donc ça, plutôt des grandes marques et des modèles reconnus pour assurer. Ça. Mais de toute façon, l'offre sur les GPS est à mon sens un peu plus restreinte que sur les montres. Ouais. Donc globalement, Brighton Sigma pour plutôt un modèle pas cher qui fera très bien le travail. Okay. Garmin, Wahoo pour des modèles un peu plus haut de gamme. Il y a Hammerhead aussi qui a un écosystème propre à lui, une interface typique, mais qui fonctionne très bien, mais vous aurez un peu plus de mal pour de la connectivité tierce. Ok. Si on évoque maintenant le budget, puisque c'est ça aussi qui va souvent être une des clés d'entrée pour le choix, sur les montres, combien je dois mettre pour avoir une montre d'entrée de gamme sur laquelle j'ai à minima les fonctions triathlon, donc natation, vélo, course à pied et idéalement le mode triathlon. À quel budget ça peut démarrer ça? Aujourd'hui, entre 200 et 400 euros, on commence à trouver des montres qui proposent ce mode-là et qui pourront faire le travail pour le triathlon. Assurez-vous juste de l'autonomie si vous visez un Ironman. Et si vous voulez retrouver des modèles précis, on vous met en description le lien de notre article qui traite sur le choix des différentes montres et des différents compteurs. Comme ça, vous aurez les derniers modèles à jour avec leur prix et vous pourrez directement retrouver les références qu'on vous conseille. Donc, entre 200 et 400, je peux avoir une première bonne montre pour le triathlon. Si je passe au-dessus de ça, qu'est-ce que je vais avoir en plus? C'est quoi l'intérêt d'aller chercher au-dessus? Alors, l'intérêt, il est pour se faire plaisir, je pense le premier. Certaines montres aussi sportives seront un peu plus sportwear. Je pense par exemple aux Garmin Fenix qui ont un côté un peu plus premium visuellement et qui peuvent vous permettre d'avoir une montre unique pour tous les jours si tel est votre souhait. Côté spec, ces montres-là vont être plus puissantes, plus autonomes, posséder bien souvent une cartographie sur la tranche 600 000 euros, posséder un lecteur de musique intégré ou en lien avec le smartphone, peut-être même un assistant vocal comme c'est le cas aujourd'hui sur la Fenix 8. La possibilité de payer par carte bancaire aussi avec du NFC? Exactement, carte bancaire. Une technologie qu'on n'a pas trop présentée, mais l'écran. On va considérer deux types d'écrans, les écrans AMOLED, donc les dalles plutôt brillantes, et les écrans plutôt e-link, donc les dalles un peu plus type liseuse. Jusqu'ici, on avait du mal à avoir des montres AMOLED avec beaucoup d'autonomie. Ça commence à changer avec la Garmin Fenix 8 notamment. Donc ça sera vraiment une question de préférence personnelle en tout ce que vous préférez en typologie d'écran, mais c'est aussi des choses qui peuvent faire grimper le prix. Et globalement, voilà, on a déjà un bon spectre. Ouais. Donc, finalement, si on veut raisonner très simple et aller au plus vite, on a déjà des bons modèles entre 200 et 400 euros. Après, on va être sur des fonctionnalités connectées un peu plus avancées. Et sur de la montre plaisir, si le triathlon, c'est toute votre vie, si vous êtes un peu geek comme je le suis et que vous souhaitez vraiment vous faire plaisir, avoir un bel objet au poignet, sachez qu'il existe des montres qui dépassent aujourd'hui le SMIC. Ok, ouais, faut aimer ça, effectivement. Faut aimer ça. Ok, pour les montres, côté compteur, on l'a dit tout à l'heure, en termes de gamme de prix, la première gamme, c'est celle qui va avoir un compteur GPS, mais sans navigation, sans cartographie. Il y aura souvent du point par point. Ok. Ou si on a placé en amont un itinéraire qu'on a créé avec l'application propriétaire ou qu'on importe une trace, on aura une ligne
noir sur un fond blanc Ok. ou gris Oui. qui nous permettra de voir si on est hors route ou sur la route. Ce qui est pas l'expérience la plus folle en termes de suivi. Non, en 2025. non. Ouais. Et ces compteurs-là, globalement, on peut les trouver, tu me disais, entre 150 et 250 Ouais, euros. c'est ça, entre 150 et 250 euros pour quand même avoir des compteurs qui tiennent la route et qui Ok. sont quand même fiables, eux, niveau qualité du trafic, du suivi GPS. Ok. Après, quand on passe au-dessus, on peut commencer à avoir donc une cartographie, ce qui est utile pour suivre. Qu'est-ce qu'on va trouver en plus comme autre fonctionnalité sur des modèles qui sont au-dessus de cette fourchette de prix? Une meilleure connectivité, ou peut-être une connectivité intégrée directement avec un export vers Strava, etc. Un lecteur de musique parfois intégré, la gestion des notifications, c'est-à-dire pouvoir répondre depuis son compteur GPS ou en tout cas pouvoir avoir les messages qui s'affichent. Oui. Et aujourd'hui, il y a des compteurs comme le 1050 de chez Garmin qui vont proposer une sonnette intégrée, qui vont proposer même un assistant vocal intégré. Des compteurs comme le tout nouveau Wahoo qui lui va avoir un capteur de vent placé à l'avant du GPS pour mesurer la force du vent et donc, Ok. les gains ou la perte de vitesse. Donc voilà, c'est plutôt après des gadgets, Ouais. mais en soi déjà la cartographie est une étape intéressante. Ouais. Moi, un truc que j'ai trouvé dans les différents modèles que j'ai eu, un truc que j'ai trouvé quand même assez impactant, c'est l'écran tactile. Ouais. Alors, déjà la taille de l'écran, mais l'écran tactile qui permet, et c'est notamment le cas quand on suit un parcours ou quand on ne connaît pas bien la région, de pouvoir déplacer juste avec le doigt et même avec les gants l'hiver, la carte à la manière de ce que vous feriez sur votre téléphone pour pouvoir avoir un aperçu du parcours, sûr, ce qui est beaucoup plus simple que sur des modèles à boutons où Exactement. pour déplacer la carte, c'est beaucoup plus complexe. Exactement. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Entre 200 et 400 euros pour une bonne première montre de triathlon. Un peu au-delà de 250 euros pour un bon premier compteur complet avec une cartographie. Peut-être, juste comme ouverture, en triathlon, en épreuve, en compétition, ça vaut le coup finalement d'avoir le combo montre qui va suivre l'ensemble de l'épreuve et le compteur en plus pour pouvoir avoir d'autres données pendant sa partie vélo. Alors, on va voir deux choses. On va voir, on voit même les pros sur le circuit World Triathlon en courte distance qui ne mettent même pas de montre. Alors, certains en mettent, mais certains n'en mettent pas parce que appuyer sur un bouton, c'est une perte de temps à la terre. Ouais. Sur un triathlon courte distance où le vélo n'a pas une grande importance, vous pouvez tout faire à la montre. Parce que de toute façon, sur 10 km de vélo ou 20 km de vélo, vous ne regarderez pas nécessairement trop souvent la montre. Si vous travaillez avec un capteur de puissance et que vous aimez avoir cette donnée sous les yeux, le compteur GPS va vous aider à afficher cette donnée vraiment sereinement sous vos yeux. Sur longue distance, le compteur GPS me paraît quand même intéressant, voire primordial, pour gérer au mieux votre effort, avoir une vue constante justement sur votre effort, sur l'intensité que vous mettez. Et ouais, moi je conseillerais sur la longue distance, en tout cas, le combo montre plus GPS. Vous n'êtes pas obligé d'enregistrer après l'activité sur le GPS. Vous l'aurez enregistré de façon en double avec la montre et son mode triathlon. Donc, et puis, il y a un truc très physiologique aussi, posé sur les prolongateurs. Vous voyez, comme je suis là, l'écran de la montre, il est totalement à l'inverse. Justement, mettre la montre à l'intérieur. Mais ce qui est quand même un truc, l'écran est petit, avoir le compteur au milieu entre les mains, c'est quand même plus confortable. Et je pense notamment à la cartographie. Sur un parcours qui fait 20 km, ça va. Sur un parcours qui en fait 40, 90 ou 180, c'est pas mal aussi d'avoir la navigation pour prévenir des virages, pour prévenir des montées aussi, pour gérer son effort en montée. Je pense à des parcours comme l'Alpe d'Huez ou l'Ambrahman, en savoir qu'il vous reste tant de nombre de kilomètres dans la montée parce que votre GPS vous indiquera où vous en êtes dans le col. C'est quand même intéressant pour la gestion de l'effort. Ça, on n'en a pas parlé. Une fonctionnalité qui est forte là-dessus. Alors, elle s'appelle Climb Pro chez Garmin. Je ne connais pas son équivalent dans les autres marques, mais qui vous permet, et on parle là des montres les plus avancées et des compteurs les plus avancés, de savoir où vous en êtes dans les montées. Les montées sont détectées automatiquement par le compteur et on va vous signaler que vous attend une montée de X km à X% et vous voyez où vous en êtes dans votre montée. Ça, avec les différents pourcentages de pente, et ça, c'est hyper intéressant. Ça, c'est quand même très… Pour gérer son effort, c'est quand même très fort. Petit tip sur le compteur GPS, c'est gratuit. Vous mettez une Dragon. Franchement, ça ne mange pas de pain et ça va vous éviter deux choses. Les vols opportunistes dans le parc à vélo. Parce que c'est quand même une chose qui peut arriver. Donc voilà, posez votre cas sur le compteur GPS. Parce que l'objectif, si vous avez un compteur GPS, c'est qu'il soit déjà positionné sur votre vélo avant de débuter votre triathlon, pour ne pas avoir de perte de temps à T1 à mettre sur le quart de tour le compteur GPS.
Donc, ce qui peut dire qu'il peut être enclin du vol. Donc, déjà, avec une dragonne et un peu caché avec la ceinture porte de SAR, ça pourrait limiter déjà. Je pense toujours au pire. Mais après, même en cas de chute, la dragonne va vraiment sécuriser votre compteur GPS et éviter de le retrouver tout en bas du fossé. Ouais. Donc, ça coûte rien. C'est livré avec certains modèles par défaut. Mais mettez une dragonne que vous pouvez venir mettre soit autour de la fixation du support, ou vous passez directement dans votre cintre. Et comme ça, au moins, c'est accroché au cintre et ça ne se baladera pas. Ouais. Ok. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour sur le sujet, Hugo. Est-ce qu'il y avait un dernier truc à évoquer sur ce sujet-là? Je pense qu'on a donné des gammes de prix, on a donné des critères de choix. Aujourd'hui, franchement, on a la chance d'avoir des modèles hyper complets en 2025 à des tarifs qui sont Un peu plus intéressant. un peu plus intéressants qu'il y a quelques années. Je sais pas, un dernier mot, un truc qu'on n'a pas évoqué? Oui, je finirais par enregistrer les données, c'est bien, mais les analyser, c'est encore mieux. Ouais. Donc après, c'est quand même intéressant de passer du temps, soit sur notre plateforme d'entraînement ou directement sur la plateforme de la montre, mais à regarder, à analyser vos séances pour voir vos progressions sur le long terme. Ça, c'est intéressant. Ok. Bon, merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur un nouveau sujet du triathlon, l'équipement ou autre chose. Si ça vous a plu, mettez un petit like sur cette vidéo. Ça nous aidera à la faire découvrir à plus de triathlètes. Et surtout, cliquez sur le bouton vous abonner pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Et je vous souhaite une bonne journée.